savoir que les femmes de ma lignée ont des destins tragiques et Reine avait mis fin à ses jours quand ma mère n'avait que 10 ans. Et la première que j'ai vue, c'était déjà des présences, des visions. C'était elle et ça m'a pas du tout plu. Moi, c'était pas de créer un lien à tout prix dont j'avais besoin. J'avais besoin tout d'abord d'une certitude, j'allais dire philosophique, spirituelle, existentielle d'abord. Et en posant cette intention, j'ai réactivé les choses et c'est pour ça que je dis que les morts m'apprennent bien mieux à vivre. Quel conseil tu donnerais à la petite Anne quand tu avais 8 ans? De ne pas se laisser manger par ses peurs, parce que de toute façon, ce qui va devoir arriver arrivera, de se porter beaucoup d'amour. Bonsoir à tous, bienvenue sur Gaïa Méditation pour une nouvelle émission. On va accueillir tout de suite maintenant la merveilleuse, la fabuleuse médium, auteure et conférencière Anne Tufigo. Bonsoir à tous, voilà, je suis très contente d'être là en tout cas Stéphane, merci pour ton invitation. Donc merci voilà. À tous les messages que je vois défiler, de ceux que je ne connais pas et évidemment des gens que je reconnais. J'ai beaucoup de consultants et de plus en plus la Suisse, la Belgique, beaucoup la Réunion aussi. Je leur fais de gros bisous parce que à chaque fois, évidemment, avec le décalage horaire qui est le leur, on n'a pas toujours l'occasion de se faire des séances. Mais je remercie tous ces francophones d'ici et d'ailleurs qui me suivent. J'en profite justement d'être sur cette antenne pour le dire. Voilà. D'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu es auteur conférencière, on va quand même rappeler, on va dire que là, tu as sorti 2 livres, Ces âmes qui guident nos pas, et il suffit parfois d'un signe. Alors, et là, le signe, c'est à Vincent que tu le fais. Mon frère. Voilà, donc vous trouvez les liens dans la description si ça vous intéresse évidemment d'en savoir plus sur Anne, sur son métier, sur tout ce qu'elle partage. Voilà, dans son premier livre, Ces âmes qui guident nos pas, elle raconte vraiment un petit peu tout son parcours depuis son enfance et jusqu'à aujourd'hui. On va dire que tu es plus sereine, mais c'est vrai que ta vie, voilà. Quand tu étais dans ton enfance, tu viens d'un milieu, on va dire, qui est plutôt modeste et il y avait quand même pas mal de, on va dire, de remous à plein de niveaux. On peut dire ça comme ça. C'est pas mal, ouais. Ouais, à plein de niveaux avec des ancêtres, on va dire, les lignées, avec pas mal de traumas, on va dire. Et toi, tu portais, on va dire, tu observais ça, tu pouvais ressentir ça. Quand tu étais petite, tu commençais déjà à voir, on va dire, dans l'invisible, et tu as pu te rendre compte qu'il y avait une personne qui venait te rendre visite régulièrement, et cette personne, elle venait te rendre visite, pas pour rien. Et cette personne, c'est ta grand-mère, Reine. Maternelle, exactement, que je n'ai jamais connue de son vivant. Elle est partie bien avant ma naissance et en fait, elle était. Il faut savoir que les femmes de ma lignée ont des destins tragiques et Reine avait mis fin à ses jours quand ma mère n'avait que 10 ans. Donc, il y avait évidemment le chagrin que portait ma mère par rapport à ce drame de l'enfance et puis un peu ce secret de famille ou en tout cas voilà ce sujet qu'on abordait que peu et puis moi j'étais toute petite donc voilà c'est pas quelque chose qu'on aborde comme ça au repas de famille et la première que j'ai vue dans je peux pas dire mes apparitions parce que c'était déjà des présences, des visions. C'était elle et ça m'a pas du tout plu. J'aurais adoré me dire ouais, il y a une ancêtre qui est là. Pas du tout parce que j'avais 8 ans. Elle était évidemment encore dans son chagrin, encore certainement aussi dans la réflexion du geste qu'elle avait commis et ce qu'elle avait laissé derrière elle, c'est-à-dire beaucoup de chagrin pour ma mère et puis sa fratrie. Donc je crois que puisque quelqu'un dans cette lignée pouvait la voir et l'entendre, eh bien je crois qu'elle a eu besoin de se manifester dès qu'elle l'a pu et j'ai gagné le concours. Là, je l'ai gagné ce concours-là, pour le coup. Et ça m'a pas du tout plu d'être tout d'abord un peu cette témoin involontaire de ce monde invisible, de qui je ne connaissais rien du tout. J'ai vraiment j'ai eu aucun apprentissage ni religieux ni spirituel, vraiment pas. Et donc c'était vraiment
J'avais pas de repère, voilà. J'ai pas de Ouais. référentiel, comme on dit. Quand tu voyais du coup ta grand-mère, est-ce qu'au début tu t'es quand même posé la question de est-ce que c'était vraiment vrai? Est-ce que il y avait quelque chose qui allait pas chez toi puisque d'autres personnes ne voyaient pas? Et du coup, est-ce que tu as mis vraiment du temps à intégrer et à comprendre que c'était ta grand-mère? Alors, étonnamment, j'ai tout de suite su que c'était elle. Mhm. Et je précise que mon père, à l'édition donc de Ces âmes qui guident nos pas, a retrouvé dans les albums de famille une photo de reine. Mais je savais même pas à quoi elle ressemblait. Donc voilà, je peux même pas dire que voilà, j'ai fait une association physique, donc je l'avais pas vue, mais j'ai reconnu. Les gens vont comprendre. J'ai reconnu son âme tout de suite. Je savais que c'était elle. Je pouvais. Ce qui était terrible, c'est que son chagrin arrivait jusqu'à moi. Voilà, c'est comme si ces émotions me remplissaient à mon tour, donc je pouvais même comprendre ce désarroi, ce désespoir et ce chagrin dans lequel elle était, comme quelque chose qui vient te happer, ce qui est encore le cas aujourd'hui dans mes consultations. Je peux ressentir les émotions des défunts, en tout cas ce qu'ils veulent me transmettre. J'étais une petite fille à cette époque-là, donc tout ça, c'était très, très étrange pour moi. Euh, et je me suis dit qu'ensuite, oui, il y avait peut-être certainement un gros problème psychiatrique, parce que on parlait souvent de la folie dans ma famille, et puis de ce qui était normal, de ce qui n'était pas. Donc je me suis dit que là, évidemment, il y avait quelque chose qui tournait pas rond et que je devais être folle. Forcément, il devait se passer quelque chose. Voilà, bien sûr. Mais du coup, comment toi tu perçois? Du coup, comment tu la voyais? Parce qu'il y a différents, on va dire, styles de Ouais, perception. Il y a des personnes, voilà, qui voient vraiment, on va dire, à travers simplement le troisième œil. Et toi, du coup, comment tu vois? comme un Euh, hologramme. voilà. Comme un hologramme, je Mhm, vois les défunts, c'est encore le cas aujourd'hui, hein, mhm, dans une densité moindre que nous, êtres vivants et composés à 80% d'eau. Voilà, je les vois comme ça et je l'ai vu comme ça aussi. Oui, tout à fait. mhm. Mm. Et du coup, euh, il y a le décès de ta mère. Ah, Bien voilà. des années après. Oui, toi, tu savais déjà, quand tu étais plus jeune, tu avais entendu, par rapport à tes voix, t'avais entendu qu'elle allait mourir jeune. Déjà, ça t'avait marqué. Et Oui. bon, tu as dû attendre quand même quelques années, mais il y avait quelque chose en toi qui, qui vacillait, on va dire, par rapport à cette Oui, nouvelle. parce que déjà que ces perceptions j'allais dire me coûtaient, Mhm. c'est même pas le mot. J'étais déjà polluée par tout ça. J'avais réussi à un moment donné à passer mon pacte avec eux et à leur dire que je voulais plus du tout les voir, ce qu'ils ont respecté pendant plusieurs années. Je ne les ai plus vus, mais c'était sans compter le fait que j'allais les entendre. Donc en Mhm. fait, voilà, on parle de clairaudience et de clairvoyance, hein. La clairvoyance s'est fermée parce que mes peurs, mon mental ont fait que je voulais plus du tout voir tout ça. Sauf que bah, la claire audience a pris le pas et finalement, j'avais un petit peu appris à vivre avec ces commentaires, hein, cette voix Mhm. off qui était très souvent là. J'ai toujours ma voix off, hein, finalement. Et oui, me donner cette information-là quand j'avais 12 ans, je crois que ça a été la pire des choses. Oui, je crois que c'est la pire des choses qu'une enfant peut entendre pour elle, pour sa famille. Et puis dans un schéma de culpabilité, j'ai même pas besoin de dire que ça génère beaucoup, beaucoup de culpabilité, de questionnement. Enfin voilà, ça a été difficile, oui, bien sûr. Et finalement, à la mort de ta mère, c'est là que les choses se déclenchent un peu plus au niveau de la Oui. médiumnité. Oui, mais comme souvent, je pense que tous ceux qui sont en train d'écouter cette émission le savent, les catalyseurs émotionnels sont parfois des grands déclencheurs. Et son décès a été un grand déclencheur pour moi. J'avais tout mis savamment dans une petite boîte bien rangée en bas à droite de mon cerveau. Et puis bah, ce cataclysme, hein, parce que c'est un cataclysme, c'est quelque chose de violent, l'a réactivé et l'a réactivé finalement à ma demande.
parce que ayant besoin de comprendre les choses et puis comme je le dis, j'avais désormais un correspondant, une correspondante de choix de l'autre côté et j'avais besoin de savoir. Et comme je savais qu'elle ne croyait absolument en rien, je me suis dit, si on a une qui va pouvoir me témoigner de la vérité, ce sera elle. Donc je l'ai sollicitée. Et en faisant ça, vous le savez, et tu le sais, on pose une intention. Voilà, à partir du moment où finalement on émet une requête, et ben on pose une intention. Et en posant cette intention, j'ai réactivé les choses et j'ai donné une forme d'autorisation aussi à l'univers qui s'est dit, allez, Allez, ok, on y retourne. Mais oui, bien sûr, bien sûr. ouais. J'étais demandeuse de ça et j'étais demandeuse, mais de façon désespérée, bien sûr, comme tous ceux d'abord que je rencontre aujourd'hui et qui ont perdu un être cher et qui ont besoin d'essayer de recréer un lien à tout prix. Moi, c'était pas de créer un lien à tout prix dont j'avais besoin. J'avais besoin tout d'abord d'une certitude, j'allais dire philosophique, spirituelle, existentielle d'abord. C'est ça qui finalement a été fou. Les gens que je rencontre ont besoin d'un signe de leur défunt. Moi, j'en étais pas là. J'en étais à si vraiment tout ce que je vis depuis toujours est juste, bon bah là, un signe permettra certainement de le comprendre. Voilà, c'est la démarche, elle a été différente. D'ailleurs, des signes, t'en as eu. T'en as eu plein. Et j'en ai encore. En Ouais, fait, je peux même pas le conjuguer au passé. J'en ai toujours plein, plein. ouais. Je suis, j'allais dire, je m'estime gâtée et chanceuse, mais finalement, c'est pas une histoire de chance, c'est une histoire d'ouverture et d'autorisation toujours qu'on se laisse. Voilà, et bien sûr. Tu peux nous raconter l'histoire du SMS pour ceux qui ne Ah, connaissent pas cette ça. histoire parce que c'est tellement, Ouais. Mais c'est tellement je crois fort. que ouais, ça a bouleversé ce moyen pour être certaine que son message arrive à destination. Et ce qui est très drôle, c'est que déjà, je rappelle que donc elle est partie en 2004. Les portables, c'était pas, c'était dans les années 2000. Hein, tout le monde n'avait pas un portable. Voilà, moi, je sais pas, j'ai eu un portable quand j'étais étudiante. Ouais, autour des années 2000, quelque chose comme ça. Donc, de son vivant, on lui en avait évidemment acheté un avec mon père. Elle savait absolument pas s'en servir. C'était une catastrophe. Et donc, c'est moi qui réceptionnais tous les SMS qu'elle tentait d'envoyer parce que Anne, bah, évidemment, dans le répertoire, je suis la première de la liste. Et dès qu'il fallait envoyer un texto à mon frère, mon père, une amie, à chaque fois, ça arrivait dans ma boîte à moi. Et à chaque fois, je la rappelais en disant non, tu t'es trompée, Elle dit quoi? c'est pas pour moi. Et donc j'ai trouvé très drôle que évidemment je sois la destinataire de ce SMS cette fois-ci, dans lequel elle me dit que voilà, elle me souhaite de joyeuses Pâques à mon frère et moi, à tous les trois. Voilà, donc c'était quand même très précis ce message et ce numéro était inexistant. Hein, je précise, je fais beaucoup de recherches. Il y avait beaucoup trop de numéros et je précise que non, c'était pas un indicatif de l'étranger. Non, enfin, j'ai fait tout le bottin, tout l'annuaire, et non, c'était pas celui-là. Voilà. Waouh. Non mais Ouais, cette histoire, ouais. elle est incroyable. Mais je pense qu'en plus il y a, enfin, moi j'en ai déjà entendu de ce genre d'histoire aussi, donc c'est pas non Non, plus non, non, si non. rare. Non, je suis pas Et la seule. ouais, Il y a ouais. beaucoup aussi, il y a beaucoup de gens qui reçoivent des appels de gens décédés. La ligne sonne, l'émetteur, c'est bien leur défunt, sauf que bah, le défunt est enterré. Il n'y a plus de ligne téléphonique au nom du défunt parce qu'elle a été rendue. Et je l'ai vécu en consultation, hein, donc je peux vraiment en attester. Voilà, tout à fait. J'ai Ouais. énormément de signes. Je pense aussi à cette consultation que j'ai faite avec une jeune femme qui avait perdu sa jumelle. Et donc, bah, évidemment, je n'ai pas besoin de te dire ça à toi particulièrement, mais déjà perdre un frère ou une sœur, c'est déjà quelque chose de terrible. Et alors perdre sa moitié gémellaire, c'est évidemment un plus grand choc encore. Et mes consultants me demandent très souvent d'enregistrer leurs séances, ce que j'autorise tout à fait. J'ai aucun problème avec ça. Et donc, elle avait enregistré la séance pendant évidemment, que je lui délivrais des messages de sa sœur. Et quand elle est rentrée chez elle, sa sœur parlait par-dessus moi
à la réécoute du message et elle m'a envoyé la bande sonore. Et c'était bouleversant parce que non seulement je délivrais des messages que sa sœur me donnait, mais en plus elle a imprimé sa voix sur cette bande audio pour sa sœur. On peut dire que tu es médium spirit. Est-ce que tu pourrais expliquer, est-ce qu'il y a plusieurs types de médiums et, Euh, En fait, le mot spirit est vraiment. En fait, il y a des médiums qui canalisent, qui font des hmm, canalisations, pas forcément des désincarnés, hein, des défunts. Les médiums spirites ont cette faculté de rentrer en contact avec les différents plans invisibles, et notamment les défunts, les désincarnés. Et c'est pour ça qu'on parle de médium spirit, évidemment référence à Alan Kardec, hmm, qui a, dans son livre évidemment sur la médiumnité, posé un peu les règles et l'apanage de la médiumnité. Donc c'est pour ça qu'on parle de médium spirit. Il y a des médiums qui canalisent des messages de guide ou de l'univers, ou enfin bref, voilà, on parle de médium spirit quand on est en contact aussi avec le monde terrestre désincarné. Voilà. hmm. Et toi, du coup, tu communiques pas simplement avec les défunts ou ouais. Non, non, bien sûr, Du, bah, on du coup, rentre aussi voilà, oui. avec les plans supérieurs, Mhm. avec mes guides, bien évidemment. Et puis aussi, c'est passionnant de pouvoir rentrer avec des plans vibratoires plus élevés. Ce que je fais aussi souvent dans l'écriture, c'est-à-dire que vraiment, j'essaie de me connecter le plus possible aux archanges, voilà, aux maîtres ascensionnés. C'est un travail qui est enfin, je trouve très intense et très fort, qui n'est pas le même qu'avec les défunts et qui est, enfin, j'allais dire complémentaire. Je ne sais pas si je peux dire complémentaire, hein, mais en tout cas, qui m'a profondément aidée, tiens, dans mon travail d'auteur. Ouais, tout à fait. Hmm, oui, c'est pas les mêmes Mm. vibrations, c'est sûr. C'est pas les mêmes voilà, c'est pas les mêmes vibrations. Tout à Et fait. là, il y a une personne qui t'a aidé au début, on va dire, de ton chemin, quand tu t'es engagé vraiment, tu t'es dit, Mm. voilà, je veux devenir médium, ou quelque part, Mm. tu t'es senti inspiré sur cette voie. C'est Michel. Euh, Est-ce que tu veux bien nous parler finalement? Tu le considères un petit Ouais. peu comme ton maître. C'est quelqu'un dans le livre, tu en parles. On voit que c'est quelqu'un un peu on va dire, de mystérieux. Euh, Ouais, de mystérieux et de, comment dire, je parle de lui aujourd'hui. C'est une façon, au-delà d'honorer sa mémoire et de ne pas citer son nom, parce qu'en fait, sa famille, à son décès, n'a plus jamais communiqué ni sur lui, ni sur son travail de médium. Il y a beaucoup d'ouvrages et de poèmes qu'il a laissés et qu'il souhaitait éditer, que sa famille n'a pas édité. Et parler de lui aujourd'hui, c'est aussi une façon de l'honorer en ce sens. Alors, il avait tout à la fois, c'est-à-dire qu'il était à la fois complètement mystérieux et parfois, bah, dans son âge avancé de petit papy, comme dans le film de Pixar, Au-delà, je crois, c'est pas Au-delà d'ailleurs. oui, là-haut, je crois. Ouais, là-haut, voilà, Là-haut. exactement, Mm. là-haut, exactement. Parfois un peu gauche, un peu colérique. Je suis obligée de donner cet exemple parce qu'il a quand même travaillé avec les plus grands. Il a travaillé au 36, qui est anciennement 36 quai des Orfèvres. Et alors, quand il venait me chercher dans sa petite Twingo, qui devait pas avoir beaucoup, comment dire, mince, quand t'es très mal assis et que t'as l'impression que la route t'es en train de te frapper les fesses Les quand t'avances là. amortisseurs. Exactement. Et donc il venait me chercher, puis il avait encore ses chemises cartonnées sous les bras. Et en fait, il s'était marqué en énorme sur certains DGSE, tu vois, en fait, parce que il avait travaillé pour les services secrets, mais en fait il se trimballait avec une énorme pochette, c'était marqué en gros marqueur noir DGSE. Voilà, c'était Michel en fait. Ce côté à la fois complètement mystérieux, mystique et complètement humain. Et voilà, il faut des rencontres improbables dans une vie. Alors, je précise quand même parce que il y a toujours un Michel dans ma vie aussi. Je suis née le 29 septembre, quel jour de la Saint-Michel. C'est mon deuxième prénom. C'était le prénom de mon grand-père, de ma tante aussi. Et c'est un Michel qui arrive sur ma route. Voilà, j'ai énormément
de petits signes avec les Michel. Donc que ce soit un Michel qui finalement, parce que moi je n'ai pas connu mes grands-pères, hein, ils étaient déjà décédés même avant que je naisse, donc il a fait un peu le rôle du mentor et puis du grand-père aussi à ce moment-là dans ma vie. Ouais, tout à Est-ce fait. qu'il y aurait pas un Saint-Michel derrière? Alors non, mais il est juste là, en fait. Il est au mur. C'est une lithographie de Saint-Michel. C'est un peu pour ne jamais oublier de rester dans la justice et l'équité, voilà, dans son travail. C'est une façon de dire, est-ce que ce que tu as fait a été juste et voilà, ouais, tout à fait. Et donc que ce soit un Michel qui vienne me donner un peu euh, cette bénédiction, c'est un peu un mot fort, mais en tout cas une autorisation, voilà, un encouragement. Ça a été très important. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer dans la danse classique des danseurs étoiles, des grands maîtres de ballet. J'étais à Henri IV, donc j'ai rencontré des professeurs très connus, des maîtres de conf à la Sorbonne. Donc, j'ai un grand respect de mes pairs de façon générale. Et donc d'avoir aussi quelqu'un de grand dans ce métier m'a certainement aussi permis de me faire un peu confiance et de me dire que bon bah s'il le disait, c'est que au moins par respect pour lui, pour le temps qu'il avait passé avec moi, pour cette patience aussi qu'il a eue, eh bien il fallait aussi que je puisse voilà, me jeter dans le grand bain quoi. Et je me suis Ouais. jetée, hein. C'est- Mais on va dire, il t'a formé un petit peu à la dure. Enfin, en tout cas, à sa façon. Non, non, j'en ai chié, hein. Non, 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 c'était difficile, mais en fait, je pense à tous ceux qui partent en retraite, par exemple dans une retraite silencieuse ou pas, ou qui s'éloignent du monde pour aller sortir de leur zone de confort et essayer d'aller se trouver, finalement, dans ce chemin de silence qu'il m'a imposé, hein, parce qu'il m'a énormément pas parlé, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il m'a laissé dans un silence mortel au sens propre du terme. Je crois qu'il fallait que je me taise pour essayer de me rencontrer. Voilà, c'est ça qu'il m'a permis de faire. Et dans les premiers temps, le silence, c'est abominable, hein. Le silence, t'essayes de le remplir. Finalement, le silence, c'est assourdissant. Voilà. Le maître Yoda. Et maintenant, Ouais. tu es devenu Jedi. Ouais, c'est ça. Alors, je sais pas si je suis devenue Jedi, mais en tout cas, je reste un padawan, hein. Moi, j'apprends encore et toujours voilà. Et du coup, comment tu vois ton métier aujourd'hui de médium? Parce que du coup, voilà, aujourd'hui, on te voit un petit peu partout dans les médias. Comment tu vois ton métier de médium? Qu'est-ce qui t'inspire à continuer à faire ce métier-là quelque part? Pff, tous les gens que je rencontre tous les jours. Et l'amour que j'ai pour les défunts. Voilà. Je sais pas comment dire. J'allais dire, j'ai rencontré, parce que maintenant on parle de communauté aujourd'hui, hein, on parle de communauté sur les réseaux sociaux, etc. Je ne peux pas vous expliquer ce qui me lie à eux et voilà, et je sais pas de mots, regarde, je cherche mes mots, ce profond attachement que j'ai pour eux, cet infini respect et cet engagement, voilà, c'est vraiment ça. Et pardon pour tous mes consultants, mais je les aime bien plus que mes consultants. Voilà, je me souviens d'eux et parfois pas de mes consultants. Voilà, d'abord parce qu'ils m'ont appris énormément de choses sur la vie. Ouais, aussi, et je pense que c'est ça le plus grand apprentissage, que les morts viennent m'apprendre la vie. Et parce que, je le dis très souvent, une fois passés de l'autre côté, ils ont fait ce grand examen de conscience et ils se livrent à moi sans phare, sans excuses, voilà, tels qu'ils étaient. Et ça me touche toujours, voilà, ça me touche toujours. Ça enseigne aussi parfois un peu d'humilité et de retirer les faux semblants derrière lesquels on se cache pour expliquer nos gestes ou justifier les choses. Eux ne le font pas. Voilà. Hmm. Oui, c'est vrai qu'ils ont une autre perspective. Chaque élément, chaque événement a un sens et que même si ce temps est court, parce
qu'un temps terrestre, c'est quand même, c'est une virgule, hein, c'est toujours ce que je dis. Il y a toujours, il y a toujours quelque chose à comprendre, il y a toujours quelque chose de possible encore. Et tant qu'on est là, le grand jeu de la vie est toujours en route et en marche. Et même si c'est une infime leçon, prenons-la jusqu'au bout, quoi. Et par rapport au chemin de vie, est-ce que tout est écrit finalement entre le début et la fin de cette vie, de leur point Il de y a vue? un plan A, il y a une arrivée B, il y a des grandes rencontres, des grandes thématiques qui nous sont données parce qu'on choisit sa thématique. Qu'est-ce qu'on va venir travailler et avec qui on va venir le faire. La seule latitude qui nous reste, c'est les chemins que nous allons emprunter pour ça et le temps que nous allons mettre. Et je rajouterai quand même un troisième paramètre, c'est l'énergie dont on va disposer. C'est vrai que je pense que je suis pas assez complète quand je parle du chemin, du temps, parce que je rajouterai l'énergie. On part avec évidemment un capital énergétique que nous allons évidemment comment dire, conserver ou non, brûler, consommer ou non, nous abîmer dans notre corps terrestre. Parfois, on s'épuise sur une épreuve qui, finalement, vue de façon panoramique, aurait pu nous prendre moins d'énergie, moins d'efforts. C'est exactement ça. Je pense que c'est la tierce. C'est vraiment l'énergie dont nous allons disposer, ce que nous allons en faire. Voilà. Comme un marathonien, est-ce que tu vas te crever et tu vas partir là comme un sprinter et on te dit non, eh non, c'est un marathon, tant pis. Peut-être que tu vas t'arrêter en cours de route parce que tu n'as plus d'énergie nécessaire. Le Oui. souffle de vie. Exactement, exactement. C'est ça. Mais du coup, on choisit, on va dire, les grandes lignes avant de s'incarner. Oui. Et donc, on choisit globalement aussi la famille dans laquelle on va s'incarner, Surtout la famille dans surtout. laquelle on... Ouais, Ouais. exactement. On Bien choisit sûr. peut-être même les personnes les plus importantes dans notre vie. Ouais. Et une fois sorti, on va dire, de cette vie, qu'est-ce qu'on fait? Et après, où est-ce qu'on évolue? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? On fait le grand bilan. Alors, avant de faire le grand bilan, je pense que c'est aussi important de dire que, alors, on se repose, mais on n'est pas dans la contrainte d'un repos éternel, parce on confond beaucoup le repos avec reprendre de l'énergie. Il est évident que si on a une vie très très chargée, si on est parti dans les souffrances, si on a choisi aussi de partir de façon volontaire, etc., etc., l'âme a besoin de se reposer. Je trouve que l'image qu'utilise Chico Xavier avec les médecins du ciel et les hôpitaux de l'âme sont extraordinaires parce que je trouve qu'elles incarnent à merveille cette notion de bilan, d'introspection et de recul, de repos au sens propre du terme. Et les gens ont l'impression qu'on se repose qu'un jour et que tout va bien. L'âme peut avoir besoin de se reposer des années avant de reprendre un chemin d'introspection, d'examen d'elle-même et des épreuves qu'elle a traversées sur Terre. Elle le fait ensuite accompagnée de ses guides et de sa famille d'âmes. Et en fonction de ce qu'elle aura décidé de faire, elle peut repartir dans un chemin d'incarnation pour aller continuer cette mission terrestre. Elle peut aussi avoir besoin de s'allouer des missions spirituelles et de rester un peu un temps donné sur des plans subtils pour accompagner de là où elle sera des égrégores. Ça peut être les enfants, les animaux, ceux qui ont mis fin à leur jour, la planète qui en a bien besoin, etc. Voilà, c'est un vrai cheminement personnel. Et puis, il faudrait qu'on arrête avec cette notion de temporalité qui n'a absolument rien à voir avec la nôtre. Les gens me disent souvent, mais vite, parce que si je ne rentre pas en contact avec lui, ça y est, il va repartir dans une vie, ça sera trop tard. Déjà, j'essaye de leur expliquer que c'est très important pour beaucoup de défunts de rester jusqu'au bout d'une lignée, la nôtre, parfois celle de nos petits-enfants, enfin de nos enfants, nos petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants, tout autant en fait que l'on dissémine sur un chemin transgénérationnel eh bien des épreuves, évidemment des souffrances. Il y a aussi un besoin de continuer à accompagner sur toute une lignée et sur plusieurs générations les âmes encore sur Terre. Voilà, Il peut y avoir finalement des âmes tourmentées
Au moment du décès, finalement, qui, eux, peuvent rester dans des maisons. On parle on parle de châteaux hantés, Dans la voilà, dans la matière de matière. façon générale, bien Comment sûr. tu expliques ça globalement et qu'est-ce qui se passe pour eux, en fait? Alors souvent, parfois ils n'ont pas conscience d'être partis. La brutalité d'un départ peut expliquer aussi, le fait de ne pas comprendre sur quel plan on se situe et puis il y a aussi, des lieux qui, sont traumatiques et qui, enferment, les égrégores, voilà, de chagrin, de souffrance, de douleur et il y a des âmes qui sont parfois encore retenues, sur le plan terrestre parce qu'elles ont la sensation, d'y être et d'y vivre encore, hein, en fait. Elles ont une totale méconnaissance du plan sur lequel elles se trouvent et finalement, nous ne sommes que les locataires, du lieu sur lequel elles se trouvent et pour lesquels elles estiment en être encore propriétaires, ce qui explique qu'il y a des lieux qui sont encore chargés, de chagrin, d'histoire et de choses folles, en l'occurrence. Et les passeurs d'âme, les nettoyeurs, font un travail souvent remarquable pour justement les accompagner sur un plan de lumière et les reconduire, j'allais dire, chez elles, voilà, à la Ouais. maison. Ouais, Ouais, il peut y avoir une âme ou même plusieurs, des fois, s'il y a des bien lieux où il y a eu sûr. des grands traumas Des ou guerres, des bien guerres. sûr. Ouais, tout à fait, Est-ce que tout à toi, tu as fait. été dans un endroit où tu as senti que c'était vraiment chargé et limite, il y avait des objets qui bougeaient, des Ah, poltergeists? alors des poltergeists, alors ça je l'ai ressenti, je devrais pas dire ça, mais en faisant du spiritisme, ouais, à 15 ans. Ouija? Là ça a été oui, 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 tout à fait. Enfin, pardon, c'était à l'ancienne, hein, on avait mis le verre d'eau, et on avait mis les lettres du Scrabble. Non, parce qu'on avait, c'était archaïen, c'était artisanal. Donc on avait pris les lettres du Scrabble de la mère de mon pote, le verre et voilà. Et c'était, après on avait fait un oui non de papier là sur la table en merisier du salon et alors là ça a été assez catastrophique en fait. Hein. Je le dis en souriant, on n'a pas du tout rigolé, hein, vraiment. Ça a été assez terrible. Ça a été assez Tu peux terrible. nous Moi, raconter un petit peu? je Mm. savais pas que j'étais un vecteur aussi facile. Donc les verres, non, les verres volaient dans la pièce. Vraiment, hein, c'était assez terrible. Et on a vécu une nuit assez terrible comme ça, où comme tu dis, on avait la sensation qu'on était 100 dans la pièce, que c'était très oppressant. Et la table de salon en merisier, comment dire, c'est fissuré, hein. C'est fissuré. Mm. Il s'est fait punir pendant des semaines et des semaines parce que sa mère avait pensé que, je sais pas, on avait sauté sur la table, fait des bêtises, enfin bref. Et nous, on a vu la table se fendiller sous nos yeux. On n'a pas fait les malins quand même. Hein. On n'a pas fait Ouais, les malins. Ouais. j'imagine. Alan Kardec lui-même, il était vraiment adepte de tout Ouais. ça. Et Victor Hugo, Victor Hugo aussi. ouais. Non, non, Mais du coup, toi, t'es invité, enfin, t'as déjà été invité sur des lieux comme ça où Oui, il y a, je suis allée à ouais, Fougeray. Je ouais, suis le allée château. avec, je suis allée avec un, 2, 3. Je suis allée avec l'INRES Mhm. tourner 3 jours à Fougeray en total aveugle. C'est vraiment le cas parce que c'était en 2014, hein, donc tu vois, ça fait 8 ans. Et on ignorait tout à fait avec Pierre Jonas, ce qu'on allait découvrir. Et on nous a bandé les yeux à la gare, hein, quand même. Vraiment, on a fait les choses dans les conditions du réel pour aller découvrir Fougeray que je connaissais pas encore du tout à l'époque. Et ouais, c'était 3 jours intenses. Et c'était à la fois touchant et intense. Voilà, je sais pas comment dire ça. Je crois que c'est encore disponible sur Explorer TV, parce que maintenant ça s'appelle comme ça. Mais ouais, ouais, ça a été très regardé. Et je pense que dans le documentaire, on voit vraiment voilà, qu'on ne feint pas la surprise et que vraiment entre Pierre et moi, chacun découvre des pièces. Enfin, voilà, c'était très fort. Moi, je devais aller rejoindre Pierre au sous-sol. C'était un grand escalier de marbre. Et en fait, j'ai senti 2 mains dans mon dos comme ça, qui étaient en train d'essayer de me pousser dans les escaliers. Ouais, ouais, c'était pas très drôle. C'était pas très drôle. Le Et, lui- sous-sol, il était moyen, moyen quand même. Hein. et quand il y a ce genre de manifestation, quel conseil tu pourrais donner? Comment toi tu réagis face à ça?
par exemple? Bah, en fait, je me suis dit après coup, bah, je suis chez eux et je les fais chier en fait. Mmh. Voilà, personne n'apprécierait qu'un inconnu vienne dans ton sous-sol, aller visiter chez toi. J'ai senti cette hostilité de dire, mais, et je l'entends tout à fait, t'as une équipe télé qui débarque, t'as une blonde avec un... Non, mais c'est vrai, c'était aussi une façon de dire, mais qui êtes-vous? Que faites-vous là? C'était pas de l'animosité contre moi, c'était nous étions des étrangers dans leur château et vraiment c'était très fort ça, cette sensation. Et ça Mmh. se respecte, bien sûr que ça se respecte. Bah, il y a toujours, on va dire, des habitants qui continuent à évoluer sur un autre plan parce que pour eux, Ah, ils habitent toujours là, quoi, et ils sont ils là, vivent ils là. sont chez eux, Ouais. c'est chez eux, c'est chez Mmh. eux. Nous sommes chez eux plutôt, devrais-je dire. Mais eux, ils ont pas évolué quelque part. Non, Ils sont restés, ils sont et restés ils sont restés dans l'énergie des lieux, du mur, de leur famille, de leur chagrin. Et c'est triste. Et c'est et triste. et du coup, il y a personne, enfin, qui est passé pour leur dire, «Eh les gars, vous pouvez éventuellement trouver, la Bah, lumière?» je ne sais pas si certains ont tenté de le faire. Il faut quand Mmh. même savoir qu'il y a des lieux qui sont tellement chargés, tellement remplis qu'il est très difficile de les nettoyer. Mmh. Vraiment, je pense qu'il faudrait, je sais pas, des décennies. J'ai même pas de quantité, ni de temps, ni d'énergie à donner pour ça. Il y a Mmh. des lieux qui resteront toujours empreints de souffrance voilà, de drame. Donc c'est Mmh. très difficile aussi de nettoyer. Ouais, il peut y avoir des lieux, des bâtiments, des châteaux, mais il y a aussi des, on va dire, des Le endroits, sol. ouais, le Le sol, sol. la terre, le Exactement. sol, la terre, avant Ouais. de monter des murs, Mmh. il y a évidemment l'énergie Ouais. du sol. Si vous construisez votre maison sur un charnier à bestiaux, et Dieu sait qu'en France, terre d'agriculture, il y en a des charniers à bestiaux jadis, et puis ben, le promoteur achète ou le propriétaire vend son terrain et on construit des maisons sur des charniers sans le savoir, et pardon, sur des charniers humains aussi, hein, accessoirement. Ben, vous êtes quand même, évidemment, vous reposez sur un cimetière aussi. Ouais. Donc il peut y avoir pas mal de perturbations au sein même Évidemment, des relations familiales, au niveau de la santé, des gens qui construisent évidemment, qui ont un business éventuellement à cet endroit-là, et il peut y avoir des problèmes pour les commerces. absolument, absolument. Mais bien sûr qu'il y a beaucoup de lieux historiques en ville où j'ai des commerçants qui me disent, mais on comprend pas, les gens passent sans nous voir, alors qu'on est justement, on a acheté cette adresse pour le centre historique, et je leur rappelle accessoirement que il y a aussi une histoire ancienne là-dessus. Hmm. Et d'ailleurs, tu parlais des cimetières, pour toutes les personnes qui se posent ces questions. Quand tu vas dans les cimetières, les gens, bon, ils déposent bon, ils viennent déposer des fleurs, ils prient. Est-ce qu'il y a beaucoup de défunts, finalement, dans les cimetières, où il y en a peut-être pas tant qu'on croit? Non, il n'y en a pas tant qu'on croit, bien sûr, ils ne sont pas là, ça on le sait, hein, les cimetières sont vides, on l'a dit avant moi, ça. En fait, ce que je trouve touchant, c'est que les défunts et les vivants se donnent rendez-vous au cimetière, mais finalement ils pourraient se donner rendez-vous dans leur salon, que ce serait la même chose. Voilà. Hmm. J'allais dire, les défunts ont cette délicatesse d'aller voir leurs vivants près des tombes, Hmm. mais ils n'y sont C'est plus. beau. Ah oui, c'est la vérité. Donc je trouve ça touchant. Voilà, je trouve ça touchant. C'est un rendez-vous Hmm. qu'on se donne. C'est un rendez-vous. Alors certes, c'est un rendez-vous dans le silence et dans un lieu de recueillement, mais ils viennent, oui, ils viennent parce qu'à ce moment-là, on leur donne de l'attention et de l'écoute aussi. Et toi, du coup, est-ce que ta maman, elle est toujours là? Enfin, est-ce que tu communiques avec elle? Et tous les jours, enfin, régulièrement? Non, je ne De temps en communique temps? pas régulièrement Hmm. avec elle, mais elle est évidemment dans mon âme, dans mes Mhm. pensées, à chaque fois qu'il y a un événement dans ma vie ou dans celui de ma famille. Et elle est toujours très, comment dire, très désireuse de m'envoyer des signes et de se manifester. Oui, ouais, bien sûr. Et ta grand-mère reine? À laisser la place à ma mère, parce qu'en fait, Hmm. il y a eu un peu bah, la passation finalement, la passation des femmes de la famille. Et je crois qu'elle s'est faite à ce moment-là, oui, bien sûr. Et c'est aussi pour ça que, c'était aussi pour ça que j'avais besoin de parler de reine dans mon livre. C'était aussi une façon de,
de la faire exister encore et de parler d'elle. Voilà, en fait. Hmm. Quel conseil tu donnerais à la petite Anne quand tu avais 8 ans? Et puis, Ouais. quel conseil tu lui donnerais en fait ou... Ah, j'en aurais plein à lui donner. Déjà de pas se laisser manger par ses peurs. Parce que c'est vraiment les peurs qui me gouvernent encore, hein, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser, de lui dire de pas avoir peur, parce que de toute façon, ce qui va devoir arriver arrivera. Et puis de se porter beaucoup d'amour. Voilà. De ne pas attendre que l'amour des autres, mais de s'honorer un peu plus et de s'estimer un peu plus. Hmm. Message d'amour. Bah oui, je pense que comment dire, je pense que c'est le message pour nous tous, hein, cet apprentissage Oui. de l'amour, à travers toutes ces expériences, il y a toujours Oui, euh, bien sûr. Et l'amour. sinon, on va aller irrémédiablement le chercher ailleurs. Mais Hmm. si on va le chercher ailleurs, on nous donnera sous un prisme différent de nous et on cherchera à combler des failles et pas à constituer des forces. Voilà. Et ça, Hmm. c'est un long chemin, ça, hein, de comprendre ça. Eh oui. Et Alors, ça dépend mhm. beaucoup aussi de l'amour qu'on a reçu, bien Eh oui. évidemment, de nos parents, Hmm. des premiers, des créateurs. Donc ça détermine aussi beaucoup tout ça, l'amour qu'on va se porter. Hmm. Qu'aujourd'hui, tu es un peu plus dans l'amour. Tu t'aimes Ah un peu oui, plus. Hmm. j'essaye. Hmm. Ouais, j'essaye. J'essaye de pas être un censeur un peu lapidaire. Je suis très exigeante et très dure avec moi. C'est aussi, alors il y a un côté, comment dire, il y a un côté un peu retors dans ce métier, c'est que je mettais déjà des exigences envers moi-même. Le fait d'être au service des autres aussi me met des exigences pour les autres. C'est-à-dire que Hmm. si je m'en mettais plus pour moi, je me dis oui, mais il faut que tu sois au top pour les autres. Donc c'est essayer d'être un peu plus bienveillante quand même parce que je sais quelles attentes les gens ont à travers une séance, à travers un message. C'est très lourd, on se rend pas compte, mais c'est très lourd à porter et il faut à la fois du détachement et à la fois de l'investissement. C'est un seuil d'équilibre qu'il n'est pas facile de trouver tout de suite. Voilà, il faut vraiment de la maturité. L'âge donne de la maturité et puis une maturité émotionnelle aussi. Voilà, c'est-à-dire que il y a ce savant mélange entre l'humilité qu'on doit toujours garder et le pouvoir qu'on doit avoir pour s'estimer digne d'eux. Tu vois, voilà, c'est toujours un peu. Ouais, Ouais. l'équilibre entre le ciel et la terre. Ouais, je crois que c'est C'est vraiment. fondamental, c'est Ouais. fondamental. Arrêtons de. On a tendance à rejeter la terre sur laquelle nous sommes parce que nous trouvons tellement dans l'essence spirituelle de réconfort, d'apaisement. Mais nous avons choisi cette incarnation pour Eh vivre oui. justement l'alliance des contraires. Donc Eh oui. il faut accepter le jeu, il faut accepter le contrat. Et comme tu disais tout à l'heure, ce que viennent délivrer comme message les défunts, c'est justement bah, de vivre, de profiter de la vie. Puis c'est C'est des messages exactement ça. d'amour. Mais oui, bien Eh sûr, oui. c'est des messages aussi de regret, ce sont des messages de, voilà, de plein de choses comme ça. Et c'est pour ça que je dis que les morts m'apprennent bien mieux à vivre, en fait. Ouais. Alors, une question qui est revenue pas mal de fois, donc on la met quand même. Ah Alors, ouais, hein, Anne, je l'ai vu beaucoup passer là. peut-elle décrire la vie dans Ouais, l'au-delà? Parce qu'il y a d'autres personnes non, qui... mais j'ai l'impression qu'on fait une télé-réalité de Ouais. comment ça se passe dans l'au-delà. Euh, Moi, je peux vous conseiller vraiment le film de Chico Xavier. Enfin, c'est pas son film d'ailleurs, c'est évidemment le film tiré de ses mémoires qui s'appelle Nos Solar, Nosso, N-O-2-S-O, plus loin, Lar, L-A-R, qui en portugais veut dire notre demeure, qui est un film de petite facture et pas
pas digne d'un Spielberg, mais qui est tiré en fait des mémoires du premier tome du si prolixe Chico Xavier, et qui parle justement de l'au-delà et de tout ce qui s'y passe. Je trouve qu'il est merveilleusement bien fait et surtout excellemment traduit. Voilà, là, c'est la littéraire qui insiste pour le dire. C'est vraiment ça. Je tiens à dire quand même que les défunts ne sont pas toujours très enclins à parler de ce qui se passe complètement de l'autre côté. Je chope des bribes d'infos, j'investigue, je fais chier le monde, je leur pose plein de questions. Il y a plein de plans auxquels nous n'avons pas accès. Évidemment, mais je les vois très souvent et me montrer leur mission spirituelle, ce qu'ils font de l'autre côté, à quoi ils se dédient, sinon à qui ils se dédient sur Terre, ce qu'ils tentent de faire pour la lignée, les grandes missions auxquelles ils ont été confrontés, sur lesquelles ils débriefent, entre guillemets. Voilà, c'est ça, c'est vraiment les grandes missions qu'ils me confient. Mais je sais déjà qu'il y en a tout un tas auxquels nous ne pouvons pas avoir accès. Voilà. Je vais souvent dans les lieux quand il s'agit d'états modifiés de conscience, que ce soit l'hypnose, que ce soit l'hypnose régressive, la médecine psychédélique aussi, il faut le dire, me permettent d'aller spatialement un peu plus dans les lieux, dans les décors. Voilà, ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est important. Mais je ne vais que là où on m'autorise à aller. Tu parlais des plans supérieurs. Est-ce que pendant tes séances, il y a, au-delà de défunts, justement, des êtres de plans supérieurs, type ange, archange, maître ascensionné, qui se manifestent? Oui, mais jamais dans mes séances médiumniques. Ce Mhm. sont toujours lors de mes séances personnelles, que ça soit moi, parce que évidemment, je fais beaucoup de travail sur moi-même, c'est logique. J'ai vraiment expérimenté beaucoup de choses. D'abord pour régler mes propres blessures, aller sur mon propre cheminement, parce que si en tant que thérapeute, médium, on va pas travailler ses failles, eh bien, vous retrouverez des consultants qui ont les mêmes que vous, et on va Oui. dire alors, qu'est-ce que t'attends alors? Ça te rappelle pas quelqu'un, ça, dis donc. Voilà, il y a vraiment ce côté mimétique des choses, donc à un moment donné, tu te dis, bon, ok, il va falloir que j'aille aussi travailler sur mes parts obscures. Et c'est ce que je fais. Et j'ai la chance de connaître des gens formidables pour ça, dont souvent je donne les adresses, hein, d'ailleurs, je partage. Et souvent dans ces séances, voilà, se présente, ou en tout cas, je sens la présence de guides, d'archanges, d'êtres de lumière. Enfin, c'est toujours des rencontres très, comment dire, très fortes. Voilà, ouais, c'est le mot, très Hmm. forte. Et tu Ouais. partages du coup ce genre de message en cercle plutôt fermé, on va dire, Oui, pas en oui, public, c'est ouais. vrai. Ouais, Mhm. je suis assez. D'abord parce que ce sont des choses qui me concernent, Mhm. et donc c'est aussi ma sphère, c'est ma sphère privée. Mais oui, ces belles expériences, c'est vrai que j'en témoigne pas énormément, c'est vrai. Un jour peut-être. Eh oui, dans un prochain livre, on sait pas. Oui, 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 non, mais bien sûr, bien sûr. Alors, il y a une question qui est revenue plusieurs fois, c'est par rapport aux personnes suicidées, en fait, enfin les personnes qui se suicident. Alors, comment ça se passe, en fait, du coup, puisque c'est un choix de quitter cette C'est un vie? choix, bien sûr. Je suis bien placée pour le dire, puisque ça a été celui de ma maman, hein, donc évidemment connais cette thématique de près. Il y a d'abord le choix terrestre qu'on fait. On est de la même façon que les autres soumis à ce grand examen de conscience qui sera le nôtre, et la réflexion sur le champ des possibles. Est-ce que c'était vraiment l'ultime possibilité dans cette vie-là? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Quelles ont été les conséquences sur les autres? De combien de temps ai-je besoin aussi pour réfléchir sur le choix que j'ai fait? Certains souhaitent prendre le temps, ce qui a été le cas de ma mère. Elle a mis, pardonnez-moi pour ce que je vais dire, plus de 9 années à avoir besoin de 9 années terrestres, hein, là je compte en années terrestres bien sûr, à vraiment avoir besoin
en introspection par rapport à sa vie, la vie qu'elle avait menée, le choix qu'elle avait fait. Je précise qu'elle n'était pas en train de rôtir en enfer ou qu'elle n'était pas en train de se fouetter. Elle était voilà, assise sur un banc dans un très beau jardin public et je venais m'asseoir parfois à côté d'elle pour la voir réfléchir et être dans ce besoin j'allais dire, de se recentrer. Je ne sais pas si c'est ce mot. Certains souhaitent partir très vite dans une nouvelle incarnation parce que ils ont conscience d'avoir quelque chose peut-être à recommencer. Voilà. Et d'autres éprouvent aussi le besoin de se manifester très très vite auprès de ceux qu'ils ont laissés sur le plan terrestre pour tout de suite venir les accompagner parce qu'ils ont conscience aussi du chagrin qu'ils ont laissé derrière eux. Voilà, c'est encore une fois, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de recette ou de méthodologie. Il y a autant de choix que d'âmes et de besoins pour eux. Voilà, bien sûr. Hmm. Bien sûr que certains restent dans le chagrin très longtemps. Bien sûr, il y en a aussi. Ne vendons pas que du rêve, si je puis dire, mais c'est aussi un choix de réflexion, de chagrin, comme un deuil que l'on fait de soi-même et de la vie qu'on a menée. Et c'est là où le travail des vivants est très important, dans l'amour qu'ils vont leur envoyer, les pensées, le travail de deuil qu'ils vont faire aussi sur eux-mêmes, parce que tout autant que vous allez aller mieux, ben, vous allez eux aussi les aider à aller mieux. On continue toujours à travailler de concert ensemble. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer à mes consultants, d'aller dépasser les culpabilités que laissent aussi beaucoup les suicides, les peurs, les incompréhensions, les colères, de faire ce travail, cette avancée pour pouvoir leur insuffler aussi cette énergie et cette envie eux-mêmes d'aller mieux. Hmm. Et par rapport à ta pratique, est-ce que tu fais un petit rituel avant tes séances ou avant de communiquer? Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce que tu fais pour te mettre en condition? Voilà, d'ailleurs, pour toutes les personnes qui eux-mêmes vivent, on va dire, commencent à s'ouvrir à la médiumnité ou qui se posent des questions là-dessus, quoi, par rapport à tout ce qu'ils vivent. Est-ce que tu pourrais Oui. donner des conseils à ce niveau-là, en fait? Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, j'en donnais ce matin à une médium qui est venue me voir de la Bourgogne. Donc, je fais un bisou d'ailleurs. Et bon, moi, ça fait 15 ans que j'exerce. Donc, mes petits rituels peuvent se faire très rapidement. J'allais tendre le bras pour aller jusqu'à ma bougie. Elle est beaucoup trop loin, mais bon, elle est là. Vous pouvez me trouver n'importe laquelle. En fait, c'est même pas une bougie. Celle-là, c'est une neuvaine, plus précisément. Hmm. Euh, mais il y a évidemment ouvrir une séance, c'est très important. Voilà, c'est vraiment ouvrir une séance d'abord pour tout le respect de ceux qui vont venir se présenter. Ouvrir une séance, c'est une façon aussi de donner l'autorisation, c'est-à-dire se rendre disponible, être tout d'un coup dans un temps où on va se recentrer sur soi, se rendre disponible. C'est déjà une façon aussi de se mettre en état modifié de conscience et de se mettre vraiment en onde alpha et de remercier pour tous les messages qui seront délivrés et d'être le meilleur outil pour ça. Voilà, il n'y a pas un matin. Et quand je dis ça fait 15 ans que je pratique, c'est que je pouvais être en train de laisser un message à quelqu'un au téléphone, de finir mon café. Si à mon interphone ça commence à sonner et que je n'ai pas ouvert ma séance en mon âme et conscience, j'ai envie de dire, je vais pouvoir le faire dans cet instant où la personne va monter les escaliers, monter dans mon ascenseur, etc. Parce que maintenant je connais mon outil très bien, puisque je suis mon propre outil, donc évidemment, ça fait 15 ans que je me pratique et je leur donne voilà, on se coordonne, quoi. Voilà. Et chaque fin de journée, quand j'éteins ma bougie, parce qu'il y a toujours une bougie qui brûle pour tous ceux qui viendront me voir, qu'ils soient vivants ou qu'ils soient décédés, je les remercie de tout ce qu'ils m'ont apporté, de tout ce qu'ils ont apporté aux gens que j'ai rencontrés. Et je leur envoie aussi plein d'énergie, d'amour. Et je le fais aussi pendant les séances, hein, bien sûr. Je leur en envoie moi-même par rapport à tout ce qu'ils viennent me dire et tout ce qu'ils viennent voilà, m'expliquer de leur vie passée. Et ça, c'est une évidence. C'est une Ouais. évidence. Il y a le Ouais. travail de thérapeute à travers Oui, ce métier, hein.
bien sûr, il y a un travail d'apaisement, de guérison finalement énergétiquement on en voit beaucoup et les gens ne s'en rendent pas compte en fait, hein, Mhm. et souvent ils rentrent et ils se disent oh là là je suis rentrée chez moi j'étais crevée ou je suis venue vous voir en voiture et en fait j'ai fait une pause parce que tout d'un coup je comprenais pas j'étais extrêmement fatiguée et je leur dis mais en fait vous vous rendez pas compte je vous ai envoyé vous avez pris dans la figure un max d'énergie qui ne sont pas des énergies terrestres et souvent, je les prépare un peu en leur disant, du coup, comme vous allez avoir une baisse d'énergie, parce que vous aussi, vous avez participé à cette séance, vous pouvez avoir un petit coup de blues en fin de journée, hein, parce que quand tu es vidé, bah, c'est là où tu es évidemment pas le plus optimiste de la Terre. Voilà, j'essaie d'expliquer à mes consultants, parce que comme les gens me voient en forme, sourire, rigoler avec eux. Non, mais c'est vrai, je suis emportée dans les séances, je crois qu'ils ne se rendent pas compte de l'énergie que ça prend, c'est Ah fou. oui. Ouais, Et c'est fou. tu fais C'est combien de fou. séances par jour environ? 3, 4 max. 3, 4 max? Ouais, c'est Max. déjà ouais, beaucoup. Des séances de une Non, heure, quelque chose comme ça. ouais, une bonne heure, une bonne heure. Ouais. Ouais, ouais. Alors, C'est beaucoup. C'est bah, beaucoup. Enfin, en tout cas, c'est ce que je peux faire. Voilà, je sais hmm, que mon corps peut le faire. eh ben Alors, voilà, je fais de mon mieux. voilà. Quoi qu'il en soit, je fais de mon mieux, ça je peux vous l'assurer. Ça c'est vrai. Je fais Mais toujours de oui. mon mieux. Et cette exigence, c'est mon fer de lance pour dire, voilà, je vais recevoir les personnes avec les meilleures dispositions qui soient. Voilà, mais ça c'est très important. Euh, Bah merci beaucoup Anne. Alors je sais qu'il y a eu pas mal de questions qu'on a Bah ouais, je les ai vus prises. défiler. Ah, alors les C'était- amis, je crois qu'on arrive quand même à la fin parce que Anne aussi, vous voyez, elle a une longue journée et je pense qu'elle Ah en a bon? encore une. Bah oui, Et encore une même demain. demain? Ouais, Ben ouais, mais toi oui. aussi, Et elle bien nous a sûr. fait un plaisir d'être avec nous ce soir sur Gaia Ah, Méditation, première c'était invitée de l'année. c'était un Franchement, c'est plaisir. vraiment, bah moi, c'était vraiment un plaisir de te recevoir et un honneur. Et ouais, je suis vraiment Merci à vous. heureux de te connaître en tant qu'être humain, Merci. d'être humain à être humain. Voilà. Enfin, je sais Moi, que. moi, je te félicite et je vous félicite parce qu'évidemment, c'est une Mhm. fratrie hein, derrière Gaïa. Je vous félicite pour la qualité de ce que vous proposez. Pareil, l'intégrité que vous y mettez et puis aussi cette touche de défi toujours. Voilà, c'est chouette. Non, non, je le dis vraiment. C'est pas du tout c'est pas du tout de la flatterie voilà, c'est chouette parce que vous le faites aussi avec beaucoup d'humilité. Vous êtes beaucoup plus performant sur les stories et sur les publications en réseaux sociaux que moi. On est plus Mais nombreux. peut-être que c'est parce que vous êtes 5, exactement, Ouais. c'est ce que j'allais dire. Mm. Et merci de donner cette touche de modernité. Voilà, aussi, c'est ce que je voulais dire pour terminer. Nous sommes dans cette époque et dans ce monde et bah, utilisons les outils à notre disposition pour faire tout aussi bien passer le message et on peut être dans le quotidien, dans notre vie, voilà, être très branché et très branché dans les deux sens du terme d'ailleurs. Et oui. C'est important, ouais, tout à fait. Exactement. Je pense que toi, comme nous et comme d'autres, ben, on essaye finalement d'œuvrer à notre façon par divers moyens et je pense qu'on est tous dans le même chemin et sur le même chemin de, ben voilà, d'apprentissage pour soi et puis de répandre un peu plus d'amour euh, autour de nous. Oui, Et puis oui, qu'on soit là encore une fois, comme je le dis régulièrement sur YouTube ou qu'on passe à la télé, même comme toi, ben, il y a d'autres personnes qui passent pas à la télé, qui font ça aussi dans leur quotidien. Alors je dirais merci oui, aussi à ces bien autres sûr, personnes. bien Chacun sûr, œuvre à son niveau et ça peut être encore une fois par un sourire dans la rue, comme je disais. Euh, absolument, c'est, absolument. voilà, on n'est pas forcé d'être sur YouTube ou de passer à la télé. Chacun a Exactement, son rôle à exactement. jouer. Voilà. Et vraiment, s'il vous plaît, chaque soir, avant de vous endormir, j'allais dire, ne vous endormez pas comme ça, s'il vous plaît. Prenez 1 minute, 2 minutes, juste le temps que votre cerveau va vous laisser avant de vous claquer un max voilà, d'hormones du sommeil pour vraiment faire un point sur votre journée, faire un point sur vous, remercier, demander. En plus, franchement, là, je le dis
tous vos abonnés. Il y a quand même des beaux programmes de méditation pour ça. Donc en plus, vous pouvez aller piocher sur YouTube s'il y a besoin. Mais s'il vous plaît, ne fermez pas une journée en claquant votre tête sur l'oreiller et en, je sais pas, faites-le s'il vous plaît, c'est très important. Une prière, un mot, une pensée, et vous ouvrez déjà la journée de demain qui va arriver. Je ne peux que vous conseiller ça. Et puis ça va vous rapprocher du divin. Alors Ouais. soyez à l'écoute, hein, vous la suivez évidemment sur tous ses Ouais. réseaux, hein, son site internet, anne-medium.com, qu'on va afficher à l'écran, son Instagram, tout le monde s'abonne sur le Facebook, Anne Tufigo, allez-y, Et merci à abonnez-vous. toi. Et Merci puis à toi. moi je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas Gaia Méditation, qui ne sont pas abonnés, nous aussi on vous rappelle nos Ouais. réseaux, site internet, voilà, l'Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, quoi d'autre? Ah, vous êtes sur TikTok? Mais j'ai pas vu ça. Attends, je passe quand même un petit peu de temps Eh sur ouais, TikTok. depuis pas longtemps, D'accord. il faut s'abonner, hein, on veut le clic. J'irai. Non, non, mais j'irai. Tu peux compter sur moi. Non, non, effectivement, si ceux qui sont venus sur ce live par mon biais n'ont pas encore découvert votre chaîne YouTube et tout le reste, vraiment, je les invite. Moi, je vais aller découvrir votre musique binaurale que je ne connais pas encore, donc je te ferai un petit débrief là-dessus. En effet. Eh Voilà. oui, pour tous ceux qui ne connaissent pas Gaia Méditation, on propose de la méditation globalement, des Ouais. méditations guidées ou des musiques simplement avec des fréquences diverses et variées, des fréquences sacrées, des battements binauraux, des sons isochrones pour entrer dans des états de conscience modifiés. On propose des outils pour reprogrammer le subconscient, de la musique subliminale, des kaléidoscopes, des mind movies, etc. Enfin bon, tout un tas d'outils et de ressources Ouais. pour s'ouvrir un peu plus à soi-même et voilà, toucher finalement à notre essence. Hein. On essaye, hein. Voilà. Le chemin, il est Exactement. là. Et puis, finalement, être un Mm. peu plus serein, répandre de l'amour et puis comprendre que on n'est pas obligé de constamment dépendre de l'extérieur, mais que nous-mêmes, on a ce pouvoir en nous de pouvoir créer notre vie. Que toi. Merci. Et puis, je vais te laisser le mot de la fin. À bientôt peut-être sur Gaïa. Écoute, Eh bien, oui. voilà, c'est tout. On avait déjà parlé de plusieurs choses ensemble. Écoute, Eh oui. voilà. Ce n'est Eh qu'un oui. à bientôt. Exactement. À Voilà. bientôt, Anne. Voilà, Ouais. des projets Prenez soin de peut-être. vous tous. On sait Oui, tout à fait. pas. Merci. Belle soirée Belle à vous soirée. tous Pareil. et à une prochaine. À très Amour à bientôt. tous. Merci. Oui.